نعتذر الحضور على تاخير اليوم يعود الى كان بروبليم تكنيك في لو سون في فيزيو كونفيرونس. بدون اطاله عندنا تقريبا من 4 إلى 5 محاضرات راح نبتدئوها. المحاضره الاولى للبروفيسور بونمري زكي صالحه. بدون اطاله نعطيها الكلمه. راح تتكلم على تدريب النساء. هنا الحضور تقريبا 70% من النساء. مرحبا بكم. اوكي. اوكي. تفضلي مشكورة. Merci docteur. Bismillahirrahmanirrahim. Mon intervention première était prévue touchant les enfants et l'entraînement pluriannuel. Mais comme nous sommes dans la nouveauté et qu'il y a des entraîneurs qui ont en leur charge des équipes féminines, j'ai pris l'initiative de présenter une intervention portant sur la préparation des équipes féminines. En comparant les athlètes féminines aux masculins, en comparant les athlètes féminines aux masculins, on prend souvent l'entraînement des masculins comme une référence, alors que c'est faux, car l'entraînement des filles a ses propres caractéristiques et l'organisme des féminines a ses propres caractéristiques que l'entraîneur doit maîtriser pour mener à bien son entraînement. Si la méthodologie est identique, là, quand on parle de méthodologie d'entraînement, il y a une seule méthodologie d'entraînement qui veut dire les moyens, les méthodes sont les mêmes. Il n'y a pas de méthode pour les filles, de méthode pour les hommes. Les méthodes sont les mêmes, les principes de l'entraînement sont les mêmes. La différence réside dans la gestion de l'entraînement en tenant compte justement de ces caractéristiques et particularités qui caractérisent les féminines. L'organisme des féminines a ses propres particularités morphologiques qui diffèrent de celui de l'homme. La femme se caractérise par une taille plus petite, des épaules plus étroites, un bassin plus large, parce que c'est la femme qui est appelée à porter le fœtus. Donc nous avons un bassin plus large et même la forme elle est différente de celui de l'homme. Nous avons des bras et des jambes moins longs, un centre de gravité plus bas, ce qui confère à la femme une meilleure stabilité. Donc la femme elle peut être très bien en défense par rapport aux hommes parce qu'elle se rapproche du sol, elle a une meilleure stabilité. La colonne vertébrale qui est plus courte, une masse musculaire inférieure à celle des hommes, un poids, alors elle est de 30 à 35, alors que chez l'homme, elle est de 40 à 45% de muscles. La force musculaire est inférieure de 10 à 15, liée bien sûr à la masse musculaire. Le cœur est moins lourd, il est de 230 grammes, alors que chez l'homme, il pèse 360. Des capacités cardiaques moins grandes, une pression artérielle inférieure à celle de l'homme, une capacité vitale moins grande, des possibilités aérobiques bien sûr moins grandes liées aux cavités, etc. Une consommation d'oxygène inférieure, toujours liée à ces cavités cardiaques. Les modifications, pourquoi j'interviens lors des modifications? Parce que l'organisme, si la méthodologie est la même, la gestion d'entraînement doit être minutieuse. Pourquoi? Parce que la femme a un problème physiologique qui n'est pas un problème. Elle a un paramètre physiologique qui la caractérise et qu'on ne retrouve pas chez les hommes. C'est lié au cycle menstruel. Le cycle menstruel s'installe à partir de 16 ans et dure jusqu'à 40-50 ans. Elle s'installe dans 11 إلى 16 سنة وهنا il y a une croissance qui peut être accélérée où la femme ou la fille peut être pubère avant 11 ans, à 10 ans, à 9 ans, il y a des possibilités où la fille puisse être pubère à cet âge-là. Il peut être court, moyen ou long. Un cycle court, il est de 21 jours. Un cycle moyen qui est normal, qui est de 28 jours. Et un cycle long qui va jusqu'à 40 jours. Une étude a été faite justement concernant la gestion de l'entraînement chez les filles par rapport aux garçons.
la soviétique Senetikova a divisé justement le cycle menstruel en 6 phases. En 5 phases. La première, sa durée est de 3 à 5 jours. Elle se manifeste par l'hémorragie. Autrement dit, le cycle menstruel, la première phase, est compté à partir du jour où coulent les menstrues. Lors du premier jour des menstrues, on commence par compter les jours. La deuxième phase menstruelle, c'est la post-menstruelle. C'est celle qui vient après l'arrêt des menstrues. Elle se situe elle dure 8 à 8 jours après le premier jour de l'hémorragie. Ça veut dire que les menstrues peuvent durer 1 à 8 jours. Et au-delà de 8 jours, on va parler de la phase post-menstruelle. Pendant cette phase, il y a augmentation du taux des hormones, des estrogènes, progestérone, ce qui permet un meilleur fonctionnement de l'organisme par rapport à la première phase. Parce que la première phase et la dernière phase, il y a une baisse de tonus, il y a une fatigue qui caractérise la femme et qui ne peut pas lui permettre des charges maximales ou des efforts maximaux. Troisième phase, c'est la phase ovulatoire. Elle se situe entre le 12 et le 16e jour. Mais les précautions sont prises entre le 10 et le 18e jour. Et quand j'ouvre une parenthèse là, les précautions, c'est quand la femme ne veut pas tomber enceinte, qu'il trouve la période d'ovulation, elle doit faire attention. Elle prend ses précautions le 10e jour et le 18e, parce que le spermatozoïde il va être 72 heures actif. Quatrième phase, c'est la phase post-ovulatoire. Sa durée est de 8 à 9 jours. Il y a augmentation du taux de progestérone, ce qui favorise une meilleure élévation des possibilités fonctionnelles. Et pour la 5e phase, c'est la phase qui vient juste avant l'écoulement. Ça, il y a une baisse de tonus, il y a des différences. Cette phase, la production des hormones est arrêtée, et puis il y a des symptômes. Les symptômes, surtout je m'adresse aux hommes, chez les symptômes, il y a des femmes, les jours font un homme les symptômes, il y a d'autres femmes, non. Donc, durant la première phase, la phase prémenstruelle et la phase menstruelle, les hommes doivent être un peu tolérants. Parce que les femmes, elles changent d'humeur, elles sont nerveuses, elles n'acceptent pas les remarques. Donc, s'il vous plaît, quand on cuisine, moi, c'est pas la peine de nous dire c'est pas bon aujourd'hui. Hein? Chaque jour, c'est la répétition. Particularité de la préparation et de l'entraînement chez les femmes. Durant la première phase, les possibilités de force vitesse, elles décroissent. C'est lié au problème hormonal. Elles s'élèvent deuxième et quatrième phase quand il y a l'ovulation, l'augmentation de toutes les capacités fonctionnelles. Elles sont minimales. Les 3 premiers jours du cycle, on a le premier, deuxième, troisième, il y a une baisse de tonus, il y a des modifications fonctionnelles, il y a des douleurs, etc. Maintenant, toutes les capacités décroissent, il faut faire attention. L'entraînement, voilà comment on présente des séances d'entraînement qui sont pratiques selon les différentes phases. Lors de la première phase, du premier et jusqu'au 3e jour, maintenir l'état fonctionnel de l'organisme. Dans une séance d'entraînement, la fréquence cardiaque, le travail, la charge doit être petite et la fréquence, elle varie entre 100 et 120 mots. Le rythme doit être lent, la durée des séances d'entraînement de 60 à 70 minutes, partie préparative ensuite, partie préparatoire 10 à 15, principale 30-40, finale 10 à 15. Les méthodes utilisées, méthode de jeu répétitive. Un ajout d'une parenthèse concernant la méthode de jeu. Dans les méthodes d'entraînement, vous avez des méthodes d'entraînement et les méthodes d'apprentissage. Quand on parle de méthodes d'entraînement, vous avez des méthodes strictement réglementées. Et vous avez des méthodes partiellement réglementées, telles que la méthode de jeu. Dans la méthode de jeu, c'est à l'entraîneur de donner le thème de la séance. C'est une méthode d'entraînement qui doit tenir un objectif. L'objectif est tracé par l'entraîneur. Le choix des exercices est lié à l'objectif. Ce n'est pas une séance d'amusement et de récréation. Pour les exercices abdominaux, saut, accélération, ils sont à bannir. Il y a
un problème physiologique, des douleurs, le bas-ventre, etc. Première phase, ces exercices sont à déconseiller. La douche tiède pour la récupération et la relaxation de la ceinture scapulaire. Du 3e au 7e jour, développement d'endurance, maintien de la force bras, jambes, tronc, développement de la souplesse. Et là, vous voyez qu'il y a des moyens, on peut travailler beaucoup de qualité. Les méthodes utilisées, ce sont le circuit training, la répétitive. Maintenant, on peut utiliser. Si on parle de répétitive, où le travail est intense, ça veut dire que les autres méthodes, on peut les appliquer. Les moyens de récupération, vous avez le massage et vous avez la douche tiède. Pour le circuit training, j'aimerais bien aussi éclaircir un des collègues permanents. Quand vous le travaillez chez des enfants, le temps de travail, le temps de récupération est 2 fois égal au temps de travail. Vous avez 6 à 12 ateliers en fonction des particularités. La rotation ou la répétition des séries dépend des capacités du groupe sur lequel vous travaillez. Quand vous travaillez avec une équipe plus ou moins préparée, semi-performante, le temps de récupération est 1 fois et demi le temps de travail dans l'exercice. Quand vous travaillez avec une équipe performante, le temps de travail égale le temps de récupération. Dans certaines disciplines qui sont donc des intensités élevées, où des matchs peuvent durer dans le temps avec une grande intensité, telles que le tennis, le temps de récupération peut être inférieur au temps de travail. Maintenant, si je fais mon exercice de 15 secondes, la récupération de l'exercice pour passer au suivant, elle peut être de 10 secondes. Ce sont des capacités qui sont très développées, qui me confèrent cette capacité et cette adaptation à l'effort. Du 7e au 8e jour, vous avez le développement de la force vitesse, de l'endurance. Toutes les qualités peuvent être travaillées. La séance est comme qui trône, toutes les qualités, que la séance elle est intense. Quand on parle d'intensité, la durée trône petite et le travail est intense. La partie principale, elle est de 60 minutes. Vous avez une fréquence de 140 à 160. Les exercices utilisés à 75% du max. Et les méthodes utilisées, circuit training, répétitive, etc. Les moyens de récupération, on revient toujours, massage, douche, et vous pouvez même utiliser des bains de contraste pour activer la récupération, pour éviter les blessures. Vous faites le chaud, le froid pour activer justement cette récupération. Du 3e au 15e jour, toutes les qualités peuvent être travaillées. Maintenant, il y a une augmentation maximale des hormones qui confèrent une certaine force, une aptitude à la femme de pouvoir supporter la charge de travail aisément. La charge, donc, elle est grande, la fréquence entre 60 et 180. Les méthodes utilisées, c'est pratiquement toutes les méthodes. Et la récupération, ce que vous avez comme moyen de récupération. La 3e phase qui va du 3e au 14e jour, développement de la force vitesse, la fréquence cardiaque, elle est moyenne et la charge, elle est petite. La durée de la séance, elle est de 120 minutes, la charge moyenne et une fréquence de 140-160. 4e phase qui va du 16e au 24e jour, développement de la force, la souplesse, l'endurance. Les premiers jours de cette phase, c'est-à-dire du 6e au 22e, nous alternons moyenne et grande charge. Les méthodes utilisées sont pratiquement toutes les méthodes. Les moyens de récupération, la douche, le sauna, le massage, etc. Quand vous êtes dans un cycle d'entraînement et quand on utilise le sauna, il ne faut pas l'utiliser dans le sauna, 30 minutes au sauna. Sauna, il faut l'utiliser comme moyen de récupération. 5 minutes de sauna, 5 minutes d'un bain froid suffisent largement pour activer la récupération des athlètes. Professeur, il vous reste 3 minutes. En même temps. Merci. Merci, M. Hamis. Du 25e au 28e jour, maintien du niveau d'entraînement. Pourquoi non? Parce que vous êtes dans la phase prémenstruelle, il y a une baisse de tonus, il y a une baisse des capacités de la femme. Et là, il faut maintenir juste le niveau de préparation. Les grandes tensions musculaires et nerveuses sont déconseillées. Et les charges additionnelles aussi sont à bannir durant cette phase. Donc, au terme de cette intervention, nous tenons à souligner que dans la gestion de l'entraînement, il n'y a pas d'entraînement féminin et d'entraînement masculin.
le sport est une même réalité. La seule différence réside dans la gestion de l'entraînement. Je sais que dans le débat, vous allez poser le problème quand nous avons des équipes sport collectif et individuelles, c'est pas la même. J'essaierai de renforcer la convention lors du débat et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, on passe à Madame la directrice du club d'Oran, Madame Frédéric. Monsieur Ifseh, Monsieur le directeur de l'ESTS, mes chers camarades et collègues, directeurs des établissements, mesdames et messieurs, membres de l'assistance, bonjour. Donc voilà, je suis très honorée de pouvoir participer avec vous au congrès scientifique. Donc mon intervention n'est pas une recherche ni une ébauche, mais c'est un résultat de toute une carrière, que ce soit la sportive sur le terrain, l'entraîneur des équipes d'association, l'entraîneur national, l'enseignante et enfin ma petite expérience partagée avec Michel, ami directeur des INFS, et en assistant à travers tout ce temps aux différentes recherches et travaux dont les efforts sont à aboutir par nos cadres de la jeunesse et des sports et des universités. Malheureusement, tous ces efforts ne sont pas forcément utilisés sur le terrain ni exploités. Donc, nous nous sommes entendus en tant que responsables de la formation de profiter justement donc voilà, nous avons réfléchi et nous sommes dit qu'en matière de formation, il fallait être stratégique. Donc, que ce soit mon institut, l'INFS, à Inoton, à Inelbenienne, Ouébla, Constantine, voire même l'ISTS, l'activité au niveau des instituts repose sur l'accueil, l'encadrement des stagiaires, que ce soit en formation longue durée ou à temps partiel, mais également de l'accueil de tout l'encadrement permanent des wilayas, c'est-à-dire au niveau national. Donc, logiquement, on assure aussi le recyclage de l'encadrement et dans le but et l'actionnalisation des connaissances dont nous avons été honorés d'écouter les aboutissements. Qu'est-ce que nous voulons justement par cette intervention? Nous espérons profiter de l'attractivité des Jeux méditerranéens et de profiter des meilleurs experts, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour pouvoir justement, s'il vous plaît, vous m'écoutez bien, parce que là, c'est une invitation à tous, de créer une synergie qui regroupera justement les chercheurs, les entraîneurs et toute bonne volonté qui veut améliorer les choses, mais sur le terrain, pas dans les laboratoires. Donc nous voulons lancer, et c'est un appel, des actions de formation sur les différents domaines, qui soient scientifiques ou pratiques, mais sur le terrain, chez nos stagiaires et chez nos entraîneurs. Donc, des objectifs que nous proposons à travers, que ce soit cette journée ou celle que nous envisageons dans les actions de formation. Alors, objectif 1, c'est donner une voix à tous ceux qui veulent, bien sûr, et qui veillent sur les tendances, qui réfléchissent aux meilleurs moyens de se former, qui proposent des solutions. Mais des solutions, parce que nous, sur le terrain, vous savez, en fait, parfois, on travaille de façon empirique. Là, on utilise les anciens polycops, les anciennes données. Je parle pour tout le monde, y compris moi, parce que j'aime bien dire les vérités toutes crues. Malgré qu'on fasse de la recherche, malgré qu'on nous savons tous utiliser théoriquement le matériel, et nous savons qu'il existe, mais les vérités, parfois, il faut les dire. Avons-nous justement ces outils?
Donc, en deux, c'est de pouvoir partager notre passion pour la formation, nos idées, nos points de vue, nos analyses sur l'actualité de la formation, des innovations nouvelles purement pédagogiques. 3. C'est de pérenniser l'offre sportive riche et diversifiée. 4. Fléau. Alors, 4. Accroître la structuration et le rayonnement des événements scientifiques et sportifs. C'est-à-dire qu'en marge de toute action, qu'elle soit nationale ou internationale, comme nous concernés par la formation et la science, imposée et proposée, et à la vraie en marche, en fait, on doit exister partout. 5. Donc renforcer l'image et l'attractivité de la formation dans les domaines technologiques nouvelles liés au sport. 6. Vulgariser le LMS, le Learning Management System, qui, à notre sens, comme vous l'avez dit à travers vos communications, qui permettra aux sportifs de se former. Alors, la question, on arrive justement. Alors, former au système qui permette aux jeunes de se former. 5. Voilà. Alors on a dit qui permettra aux sportifs de se former, que ce soit en présentiel ou alors à distance. Et là je veux dire pas uniquement les performants, hein. Je parle aussi de la remise en forme, je parle aussi dentaire. En fait, le sillage un peu à travers ce que vous avez dit, et je suis sûre, vous allez dire, et peut-être un autre jour dans votre événement, qu'on peut avoir une montre, comme vous l'avez dit, et une puce, un logiciel, et qu'on puisse faire son entraînement et être suivi de manière scientifique et pertinente. Donc voilà, ça c'est une problématique et c'est une question qu'on se pose toujours à travers les réunions avec notre tutelle ou alors entre collègues et responsables gestionnaires de l'établissement, et ce sont les doléances et les envies de tout apprenant. Alors, les questions qu'on se pose, justement, le digital learning contribue-t-il? Comment? Le digital learning, s'il te plaît, laisse. Merci. Alors, le digital learning, c'est vrai qu'on parle de matériel, d'outillage actualisé et scientifique. Alors, contribue-t-il à la performance des sportifs de haut niveau réellement? C'est aujourd'hui, on va aller l'utiliser. C'est vrai que ça existe, ça donne des résultats, ça donne des médailles. Mais nous, on a géré. Est-ce que notre entraîneur, moi-même, j'ai été entraîneur, vice-champion d'Afrique, des clubs champions, et entraîneur national. Madame Zeki est là aussi à entraîner la même équipe, mais la réalité est tout autre sur le terrain. C'est-à-dire que nous sommes assoiffés de savoir, d'utilisation de ce matériel. Nous avons perdu au Kenya d'un but contre la Tunisie, un but, vous saviez, j'en étais malade, je le dis tout crûment, avec l'entraîneur qui m'accompagnait et le staff. Nous étions meilleurs, mais nous avons perdu d'un but. Vous savez pourquoi? Parce que l'équipe adverse avait une équipe et un staff derrière qui faisait l'analyse et les statistiques, et le résultat était immédiat. C'est pour ça qu'on dit bravo, mesdames et messieurs, ce que vous faites est excellent et on en a besoin. Donc, peut-on dire également que le vecteur de la performance de formation grâce à ces outils, comme pour le sportif, bien sûr, qui est sur le terrain, comme pour nous, professionnels, alors comme pour le sportif, tout cela s'inscrit dans un tout. Nous savons tous que pour former, performer, il faut former. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. L'apprenant, nous, comme les sportifs, devons nous adapter notre temps, c'est-à-dire notre temps de formation et notre temps de travail. Moi, directrice, comme les responsables et les gestionnaires, avons aussi besoin de formation pour nous adapter et comprendre sur le terrain quels sont réellement les besoins et
comment apporter des correctifs et des solutions réelles. Donc, participer à des formations nécessaires à son développement professionnel, à son épanouissement professionnel. Adapter également à son besoin et à ses objectifs. Il doit être accompagné dans tout ce processus. C'est-à-dire, je parle de moi, la directrice, je dois trouver des gens qui m'accompagnent pour pouvoir bien gérer. Le formateur également, l'entraîneur, arriver jusqu'en bas du stagiaire. Nous essayons dans l'invitation, mesdames et messieurs, d'engager une dynamique une nouvelle synergie autour de la formation, de marketer cette offre, c'est-à-dire la vente, comme si c'était commercial, la rendre visible à tous et accessible, de personnaliser au maximum la formation. Là, je parle justement, M. Medeni, le DRH est là, j'espère que le ministère lance de nouveaux profils, nombreux, très intéressants et très actualisés. Parce que justement, le jeune qui vient aux instituts ne demande pas les formations classiques d'entraîneur ou coach de football, de basket, de handball, mais il a d'autres besoins que nous, anciens, entre guillemets, l'ancienne génération, peut-être nous avons du mal à comprendre. Il a d'autres besoins. Et il a une envie d'apprentissage différente de la nôtre. Donc à nous de comprendre justement ces sensations-là et comment la rendre réalisable sur le terrain pour attirer justement ce jeune stagiaire demandeur de l'emploi et de la formation continue à venir et réellement être rentable dans le futur. Et non pas rechercher la profession de salaire. Parce qu'en fait, ce qui me dérange parfois, c'est que nos jeunes arrivent, ils cherchent l'emploi, une façon de travailler. Mais nous devons justement profiter de ça pour pouvoir les intéresser, les rendre fidèles et les améliorer. Madame Adèle, il vous reste 4 minutes. Je suis à la fin. Donc, je disais, l'offre doit être visible et accessible à tous, personnalisée au maximum, grâce à des outils technologiques de pointe, utiliser des méthodes de compréhension facile, parce qu'en fait, par exemple, il m'arrive de parler, parlant que de la langue, de ne pas me faire entendre, parce que les jeunes ne comprennent pas la langue. Donc, devant nous, parler arabe, français, choisir justement de cibler des populations et aller dans la langue que les jeunes comprennent. Faciliter l'information par rapport à la population à qui on s'adresse, qu'elle soit compréhensible. La mémorisation, donc, on a dit qu'il faut être efficace dans la compréhension et la mémorisation et le transfert des situations de travail. De bâtir, s'il vous plaît, des plans d'action de formation selon les buts recherchés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Je ne fais pas un plan, je fais un colloque et je mets scientifique. Et je n'ai pas au préalable déterminé mon but. Et je cible des présences. Je n'ai pas envie d'avoir des professionnels comme moi, mais à qui j'adresse justement ce message, qui doit l'entendre. Je dois à lui le ramener, aller vers lui s'il le faut. Donc, les préoccupations de nos préoccupations, comme les préoccupations du ministère et de tous les acteurs de la scène sportive professionnelle, doivent être intégrées dans les questionnements de recherche, de l'expertise, et d'autre part, c'est la dernière étape. Et la dernière, donc d'autre part que les résultats de travaux des laboratoires soient diffusés d'une manière accessible et didactique. Par conséquent, permettre, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, la concordance des préoccupations des uns et des autres, qu'on parle le même langage et qu'on puisse les diffuser à travers les publics concernés. En revanche, ce n'est pas tout le temps les préoccupations publiques, professionnelles, sans intégrer systématiquement dans les processus méthodologiques, au niveau des instituts, au niveau des fédérations, des ligues, ou sur le terrain, voire même dans les salles privées, en fitness et autres. Dernière conclusion, on va... C'est bon. Donc
nous espérons un peu plus. Voilà ce que nous espérons, donc en conclusion, que cette journée soit une occasion pour tout partenaire invité ici, donc chez moi, comme chez mes collègues des instituts, pour créer des partenariats, qu'on soit partenaires et collaborateurs, et que nous puissions marquer une implication beaucoup plus forte pour développer des contrats d'objectifs de performance réelle qui vont nous permettre à nous de nous améliorer, comme pour les sportifs sur le terrain, comme nous espérons pendant ces Jeux avoir des médailles nombreuses dans le futur, Inch'Allah. Merci. Merci, madame la directrice du NFSSIF d'Oro. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، كل واحد باسمه وبمقامه، زملائي المحترمين، أيها سيداتي أوانسي سادتي، السلام عليكم. يطيب لي بهذه المناسبة أو بهذه المناسبة يعني تجرأت مغادرة مكان المنافسة ومغادرة الملعب، وتطرقت إلى موضوع اللي عبرت به وحاولت نعبر بأن حتى في رياضة المنافسة إن كان الهدف الأساسي هو تحقيق النتائج وتحقيق ميداليات، ما هوش فقط الهدف الوحيد، لأن من وراء الرياضة يعني نهدف جميعا كمدربين وكمؤطرين لتحضير أو لتكوين الرجل المناسب اجتماعيا. إذن عنوان يتمحور العنوان تاعنا يتمحور حول موضوع تنمية ما يسمى بتنمية المواطنة وتنمية كذلك التعايش، روح التعايش في وسط المجتمع. En d'autres termes, donc, au cours de cette intervention, nous avons orienté notre réflexion ou notre discussion sur le fait que le sport de performance également développe les aspects de la citoyenneté. Pour reprendre un peu ce qu'avait dit l'anthropologue Michel Max, le sport en tant que phénomène social total a intégré un nombre déterminé, un nombre assez important de domaines, à savoir les domaines de la santé, l'éducation, l'économie, la politique, etc. Ce ne sont pas les seuls secteurs qui sont orientés qui sont touchés par la pratique du sport. Donc, l'importance de ce sujet, puisqu'on parle de citoyenneté, la citoyenneté المواطنة تفسيرها حسب المعجم le Petit Larousse وتقول la citoyenneté est étroitement liée au concept de la la citoyenneté est étroitement liée au concept de la nationalité. Donc c'est les phénomènes où c'est l'appartenance à une nation, à une société, à une communauté bien déterminée. Même si l'actualité fait ressortir la célèbre formule citoyen du monde qui donne au concept de citoyenneté une dimension universelle. La citoyenneté procure un sentiment d'appartenance، يعني روح الانتماء والاعتزاز بالتمثيل هذه الانتماء.
Donc l'appartenance à une même communauté nationale ainsi que la possibilité d'une participation active à la vie publique et politique. Donc nous voyons par là que dans le sport de performance, il n'est pas isolé. La vie d'un sportif de performance n'est pas isolée de la vie d'une vie citoyenne. Donc, pour faire allusion à cette appartenance, je n'ai pas trouvé mieux que de parler, de nous remémorer un match très important qui reste, en mon sens, qui fait partie de l'histoire. Si j'ai assisté, j'ai eu le privilège d'assister au match Algérie-France en 1975 au stade, c'était le stade olympique d'Alger. Oui, ce jour-là, pour moi, c'était un deuxième jour d'indépendance. Le match, j'ai pris comme exemple le match d'Underman. Je ne sais pas, c'était le 26 septembre, je pense, en 2009. Il y a eu le match, c'est un match historique ce match a fait ressortir, donc personne ne peut oublier cet historique événement sportif en émettant du mondial et de la CAF du 26 novembre 2009 qui s'est déroulé au stade d'El Merreikh d'Omdurman, dans la capitale soudanaise Khartoum. Une rencontre footballistique qui a mis en exergue le pouvoir hypnotisant du sport. Un gigantesque élan de bonheur a poussé tous les Algériens, sans distinction, à sortir manifester leur joie et leur jubilation. C'était beaucoup plus que la victoire d'une équipe de football, c'était la victoire de l'Algérie tout entière. Aucune instance, aucune circonstance, aucun événement en dehors de cet historique match de football n'aurait donné aux Algériens de toutes les couches sociales et de tous les horizons ce formidable élan de cohésion nationale. Sans plus tarder, on va revoir un peu ces, comment dirais-je, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, silence, s'il vous plaît. Monsieur le conférencier, silence, s'il vous plaît. Donc, هذه الأجواء التي كانت سائدة آنذاك قبل المباراة. Je ne sais pas s'il y a le son là, le son. On peut pas. Il fallait programmer avant. C'était avant le match. Dommage. On m'a pas tenu. J'ai demandé. C'est dommage. C'était un peu. C'est dommage qu'on n'écoute pas ce que disent les citoyens. C'était bon, une image quand même on va remplacer les mots, mais il est apparent que c'était toute la population algérienne qui était mobilisée derrière cet événement sportif qui pour moi était un événement à classer comme étant un élément de l'histoire du mouvement sportif national. Dommage qu'on n'entend pas, il n'y a pas de son. C'est la même chose après le match. C'est les mêmes images. One, two, three, vive l'Algérie, sûr. Mieux que ça, les slogans, c'est dommage, les slogans qui étaient avancés à cette époque ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Hein. Bon, moi j'ai dit deux, c'est trois exemples d'interférence du sport dans la vie de la société.
La première interférence, je la situe, elle va. Ce sont des exemples. Donc, c'est au niveau du sport scolaire. La deuxième interférence, c'est une interférence au niveau du sport de compétition. Et la troisième interférence, c'est au niveau du sport et la santé. Au niveau du sport scolaire, sur les 9 millions d'enfants scolarisés, la pratique de l'éducation physique et sportive ne peut qu'avoir une influence très positive sur leur développement psychomoteur et les préserver. Donc, sur les 9 millions de scolarisés, la pratique de l'éducation physique et sportive ne peut qu'avoir une influence très positive sur leur développement psychomoteur et les préserver des maux sociaux. Le sport à l'école concourt à la formation de l'homme de demain. Un homme sain physiquement et moralement qui aura la possibilité de représenter son pays sur la base d'un épanouissement conforme aux valeurs socio-culturelles. Le raffermissement de la santé et la formation d'un individu sain physiquement et moralement constitue un gage pour défendre sa patrie. On défend sa patrie non seulement dans le sens restreint du terme, mais par le biais des activités relevant des activités par les activités militaires et sécuritaires, mais dans tous les secteurs régissant l'activité de la société. Donc, un individu sain moralement et physiquement, c'est quelqu'un qui défend les idéaux de défense de la patrie. Au niveau du secteur du sport de performance, la pratique du sport de performance ouvre sur un monde qu'on partage avec les autres, un monde qui nous concurrence et avec lequel nous devons composer et qui nous pousse tous ensemble à réunir nos efforts pour une digne représentation de notre pays et de notre société. Le dernier secteur, c'est le secteur du sport et de la santé. Ce sont des exemples. Il est connu que le sport de performance a une influence sur les pathologies et les maux suivants: la fragilité de la santé, l'inaptitude au travail, l'ostéoporose, l'hypertension artérielle, l'obésité, les lombalgies et les maladies musculo-squelettiques, la dépression et l'anxiété, la maladie d'Alzheimer, la sexualité. Chez les enfants, la pratique adaptée des exercices physiques a une influence sur leur organisme, notamment en stimulant leur croissance et en développant harmonieusement leurs aptitudes et leurs capacités psychophysiques, faisant de ces derniers des citoyens sains de corps et d'esprit. Le mot de la fin pour cette intervention. En conclusion, on peut dire qu'en interférant dans beaucoup de secteurs de la vie sociale, le sport renforce par là son action de consolidation et de préservation de la société et par conséquent consolide et préserve la citoyenneté. Et je vous remercie de votre attention. Bravo, on passe au professeur Green. On souhaite la bienvenue au doyen des journalistes sportifs, M. Hafaf. Il est là. On vient aussi à vous. Voilà. اسمح لي ما بريزونتيتكش كان ديجا ما يعرفوكش هكذا ما خداش La voix les éternelle. الله تعالى وبركاته. الحضور الكريم، زملائي الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انطلاقا من شعار المؤتمر من الاداء الرياضي الى التقارب والتعايش بين الشعوب، اظن ان مفهوم الاداء الرياضي اخذ حصه الاسد. نروح الى مفهوم التعايش بين الشعوب، لكن زاويه المحاضره تاعنا راح تكون الى التعايش بين الرجل والمرأة في مجال الإدارة الرياضية.
إذا عنوان المحاضرة راح يكون المرأة والمناصب القيادية على مستوى وزارة الشباب والرياضة. هي دراسة استطلاعية. الاهتمام بهذه الدراسة ولا الانطلاق من هذه الدراسة كان من خلال اطلاعنا على دراسة مارتيسون اللي هي دراسة قام بها فريق في علم النفس حول تحديد السمات الشخصية والوظيفية ل 3000 مديرة على مستوى إدارات مختلفة. وكانت أهم السمات أنه المرأة لديها قدرة على تحديد الأهداف أكثر من الرجل، لديها الانفتاح والقدرة على الابتكار، عندها المبادرة والتواصل الواضح، عندها الانسجام والإدارة المنهجية. في هذه العناصر جاءت المرأة يعني أحسن من الرجل، لكن في القدرة على تحمل ضغوط العمل كان الرجل لديه قدرة أكبر لتحمل ضغوطات العمل. ليس عندنا. في الميدان تاع وزارة الشباب والرياضة من خلال استمارة وزعت، يعني وزعنا 100 استمارة استرجعنا منها 36 ورقة، حاولنا نعرفوا علاش المرأة ما عندهاش مناصب قيادية على مستوى وزارة الشباب والرياضة. واش هي العوامل اللي تخليها ما تخليش هذه المناصب؟ هل هناك تأثير من العائلة؟ هل هناك ضغوطات عمل كبيرة؟ أم أن هناك نموذج تقليدي هو السائد، أي أن الرجل دائما هو القائد؟ بعد تفريغ الاستمارة على العاملين على مستوى وزارة الشباب والرياضة، كانت العينات على 26 امرأة، 8 عندهم منصب قيادي، 24 ما عندهمش منصب قيادي. كيقولوا 24 ما عندهمش منصب قيادي لكن عندهم يعني يقدروا يعني يستغلوا هذا المنصب القيادي. 2 من الرجال كان عندهم منصب قيادي، 8 ما عندهمش. لما تعاملنا معهم وكلمنا معهم قلنا لهم علاش ما عندهمش منصب قيادي رغم انه كل الشروط يعني توفر فيهم يكون باش يكون عندهم هذا المنصب القيادي. 16 منهم قال انهم لم يقترحوا علينا اي منصب قيادي. كاين 7 قالوا كاين ضغوطات عمل، كاين وحده قالت كاين ظروف عائليه تمنعني من انه يكون عندي منصب قيادي. طلبنا منهم هل تعيدوا انه تكون المراه عندها منصب قيادي؟ من النساء 19 قالوا نعم نأيد، 7 قالوا ما نأيدوش. الرجال 4 قالوا نأيدوا، 6 قالوا ما نأيدوش. طرحنا عليهم سؤال هل هناك تمييز بين الرجل والمرأة في منح المناصب القيادية؟ المرأة 16 من 26 قالوا نعم هناك تمييز في منح المناصب القيادية لصالح الرجل. علاش؟ هل الرجل هو أفضل من المرأة لتولي منصب قيادي؟ النساء 21 قالوا لا، الرجل ماهوش أحسن من المرأة في تولي منصب قيادي. عند الرجال 5 قالوا نعم، 5 قالوا لا. دونك كاين رجال يشجعوا تولي المناصب القيادية. ما نطولش عليكم في النتائج الإحصائية، لكن من خلال ما توصلنا ليه أنه النموذج التقليدي هو السائد، أنه الرجل هو أجدر بمنصب القيادة في المجتمع الجزائري. المرأة لا تعطى لها فرصة لتبرهن على قدراتها القيادية في مناصب يعني في الإدارة الرياضية وخاصة هنا على مستوى وزارة الشباب والرياضة، لكن هناك تقسيم ولا تغيير تدريجي في تقسيم الأدوار. وهذا علاش دات المرأة هذه المناصب القيادية؟ لأنه الدراسات العليا هي اللي فتحت للمرأة أنها تحصل على مناصب القيادة في مجال العمل. المخطط مناصب القيادة أيضا مخطط تنظيمي الجديد على مستوى وزارة الشباب والرياضة يعتمد على المستوى التعليمي، وهذا يخلق نوع من التنافس بين المرأة والرجل. هذه أهم النتائج المتوصل إليها. Morning, everybody. It's very great pride for us and an honor to be with you today. And we hope very humbly that we are going to try to contribute
just a little bit to the thematic from sport performance to coexistence and convergence of peoples, right? So we are teachers from high school of sports science technology, and we are going to try to give you our experience like English teachers, especially for the training of sports executives. Thank you one more time for your attendance. So in Algeria, and more specifically in the field of physical and sport activities, we have a training that is made for sport executives. And this training, as we can see here, it makes sport executives take charge of the high level. We're talking here about the elite level. Without forgetting to mention that this training needs to be, let's say, to take the period of 5 years, so that these sport executives can end up being sport counselors. And this training at the pedagogical level is made of 2 axes. There is the theoretical axis, and there is the practical one. So our focus is going to be more focused on theoretical one, because we are going to talk about the module of English. So among these theoretical modules, as I mentioned, we are going to talk about the module of English and how it is really fundamental and so powerful in our country nowadays, because it is a vivid language. It is a language that is used internationally and that we need it in main events. Like, for example, on today's event and the Mediterranean Games that are taking place. At the same time, it also helps with what we call a set for training and the ability to strain let's say that the communicative skills of the learner, so that people can communicate and make or build their network with other professional people. However, we have a major handicap that has been made by our sport executives who marginalized this language aside. And now they have a serious deficit linguistic. They cannot be, let's say, more spontaneous to communicate in the language and to use it with other people. Yeah. So I want to ask my colleague now, do you confirm that our sport executives at our higher school do really have this notion of difficulties? Do you confirm this notion of difficulties when it comes to learning English? Yeah, for sure, in fact, because we are based on our personal experience as teachers, and through all the different teaching councils, we know that there is a quite of pedagogical diagnosis that did set in evidence the bad record of students' grade in English teachers. So our interest nowadays lies in the fact that we are going to focus on these learning difficulties, which is a heavy, very heavy concept. So this notion was in fact defined for the first time by Legendre. Un retard d'acquisition dans l'une ou dans l'autre des matières scolaires ou dans leur ensemble. In fact, this learning process is a whole one, because it is based on so various parameters, as Angela said in 2016, which is a whole content of didactic, teaching, training of the teachers, linguistics, pedagogical method, in fact, and psychological parameters in which we focus on. And specifically concerning motivation. Why motivation? Why psychological parameter? Because in fact, everybody knows that when we talk about training, there is something which is so fundamental. The first one is to be just a little bit motivated. So, just right now, let's ask ourselves, what do we mean by motivation? Heavy, very heavy concept. So if we are going to talk etymologically, we are going to mention the definition that we find at the dictionary of Le Petit Robert that says motivation is the relationship of an act to the motives that explain or justify it.
This is a definition in general. Let's move to the second one by Hoffman and Aubert. They subdivided it into two sides. The first one, interested. They talk about the motivation that comes from oneself. It means that the person or the learner is motivated by himself. They do not need an external motive in order for them to do an activity or an action. The latter is extrinsic. It means that the person needs to have a reward. Let's, for example, if we talk about personal growth or personal development, people who want to immigrate or want to go abroad for a career, so they have a motive in order for them to learn English. However, the third one is the one that we want to focus more on because it has relation with learning. We have Axel, who said that we have two types of motivation, integrated and instrumental. Integrated, as we have mentioned here, language learning for personal development. I'm going to learn English for myself because I want to improve my skills. The second one, instrumental, I want to learn English because I want to have promotion, because I want to travel abroad, because I want to communicate with other people. So I have an external motive. There is not that big difference between what Hoffman and Aubert and Axel said. It's just a matter of specific thing that here it is connected to learning, which is what we want to focus in our studies. You're right. So in any experimental scientific research, we are obliged to present and to focus our aim. And this aim behind this diagnostic study, because it was an update, in fact, is just to try to explore one of psychological parameter, which is motivation, which can or which may at least represent a difficulty, a barrier, a challenge in the process teaching and learning. So we are here to ask ourselves, why, how does this barrier of motivation can influence negatively, sure, because we are going to see it later on the process of our executive sports. Therefore, the approach used for this diagnostic study is a descriptive method by applying one of its tools, which is a questionnaire given to all students of higher school of sports science and technology. The questionnaire was made of two parts. The identification part, where we asked about personal and educational background of the student, so that we can have an idea about them, and the motivation part, so that we can at least know about the degree of interest that students show for learning English at our school. So the sample was made of 181 students, and they were from both fields, which is training and management. We had 145 bachelors and 36 graduates from sports physical education. So for the result, I'm going to let my colleague to share some of them with you. Yeah, because the analysis of our current situation, pay attention to this, because it is very, very, very important. We are not here just to show you that it has a character of value judgment. We are not here. We would just want you to recognize that it's a way just to improve the teaching act. It is very fundamental for us. So in fact, to this end, this questionnaire here assigned to the learners is designed to make a sort of global assessment of their motivation, because motivation is just a little bit difficult to closer it. Why? Because according to some scientific research, they told that it is dynamic, it is unstable, it is an emotional and mental state, which is so difficult to quantify, very hard. So in fact, in the first, one of our results, because we are just giving you the main ones, we noted that there is a low percentage of students who offer to follow a foreign language training course, which makes their lack of interest in learning this English. Maybe, we're going to say, maybe we are going to take into account the fact that they come from a secondary school in which
scientific modules, and they are going to neglect all what concerns the foreign language. Concerning the second one, the students' opinion about the nature of their motivation, we can easily notice that we have a low percentage of all what concerns their want to succeed in a final exam, to study abroad, to have a professional purposes, and even for their personal enrichment. They present total motivation. Other results show some high and lower percentages. Like for example, a high percentage of students prefer to communicate in French rather than English, in social media. For example, when they talk on Facebook or tweet status on Twitter or Instagram, they would rather communicate in French than English because they find it more easier. Then we have a low percentage of students using English to communicate with their friends, as opposed for French and dialectal Arabic. So they prefer dialectal Arabic to use to communicate because it is for them the original language that they grew up talking and listening to, so it's really easy for them as well. We have a high percentage of students listening to Algerian songs, mostly as opposed to French songs and English ones. They do not listen to other songs, for example, in English songs, and they prefer Arabic one. Maybe we can relate this to our culture. And we have also the percentage of students watching English American movies without translated subtitles. If they watch any American or English movie, it needs to be translated into Arabic. If it's not translated or if it doesn't have any subtitles, they are not going to watch it in the original language. So here I want to ask you, we have students learning difficulties are due to lack of motivation. Here my question for you is, do you think that our students, our sport executives more specifically, deal with the lack of motivation because language of English is really difficult to master or to acquire, or is it because of the lack of motivation that lies within themselves? Yeah, they do, in fact, because all what concerns the first obtained result, they are going to show that the students' lack of motivation constitutes a barrier for them, in fact, because they are not demotivated face to different parameters. No, this lack of motivation comes from themselves. And these results are going to be confirmed by at least 3 different authors that we are going to present here. Hadid possessed in evidence that the deficit comes from the learner. Pliaskina said that in learning the foreign language, the motivation is the element which is fundamental. And concerning Zetterli, he's talking about the milieu, the social cultural environment, which is very, very, very important for the learner. He needs to be encouraged by friends and family, right? So, do you have any conclusion that is recommended for our topic for today? So we are waiting for the debate in order to be just a little bit much more developed. All what is going to say is that our preoccupation is how to make our sport executive be just a little bit motivated to learn English language. It is our preoccupation, in fact. And here we have Sayu, who says that today's sport world is an international world without borders. It is linked with our thematic, from sport performance with conventions and coexistence with peoples. So here we have to keep in mind that today we have this opportunity to be at the same time part of scientific conference, which are supposed to be just a little bit communication in English language, or at least a small number of it. And we have at the same time sport events. And we know that our sport executive have this difficulty to use at least usual language. So we hope that with you, we are going to find maybe a solution to create for them or to build for them an atmosphere or a mood that is going
help them to be just a little bit motivated. I hope that it was not so long, and thank you for your attention. Salam alaikum, c'est par l'assistance. Donc le thème est intitulé Apport des nouvelles technologies dans l'évaluation d'entraînement des fonctions cognitives dans bien sûr les sports à habilité ouverte. Ce thème se greffe dans le cadre d'un axe de recherche que peut-être au niveau de l'école nous sommes encore loin d'explorer. Donc, comme introduction, je dirais que nous avons été beaucoup, peut-être... Silence, s'il vous plaît. Nous avons donc été beaucoup éblouis par les performances des sportifs sur le plan athlétique, toute la puissance musculaire, toute la capacité... les capacités d'endurance des joueurs, mais nous n'avons jamais vraiment exploité et recherché quel est le secret de leur intelligence dans le jeu. C'est pour ça que je crois que l'évolution aujourd'hui technologique permet aujourd'hui à la science d'apporter ses réponses et d'engager un processus ou là une approche plus spécifique au sport et permettre l'exploitation de ces connaissances. Donc aujourd'hui, les chercheurs en sciences, en neurosciences, ont permis aujourd'hui de développer des outils technologiques qui permettent d'explorer le cerveau et mettre toutes ces connaissances donc, au service de l'activité sportive. Aujourd'hui, les laboratoires sont développés au niveau international qui allient aussi bien entraînement de pointe que technologie de pointe. D'abord, pour connaître le concept, connaître ce que c'est que les fonctions cognitives, nous devons se référer un peu à ce schéma. Donc l'entraînement cognitif ou l'entraînement mental se rapporte à quoi? Se rapporte à l'entraînement de la perception et le traitement rapide de l'information, l'entraînement de l'attention, l'entraînement de la mémoire de travail surtout, et bien sûr travailler sur la complexité des mouvements. Cette complexité des mouvements, aujourd'hui, certains chercheurs ont développé des exercices qui permettent d'axer le travail sur cette complexité des mouvements. Il y a des Belges qui ont travaillé sur cela et qui ont développé des concepts comme les multiskills. La perception d'abord. Qu'est-ce que c'est que la perception? Donc c'est un ensemble des mécanismes, c'est l'ensemble des mécanismes et des processus par lesquels l'organisme prend conscience du monde et de son environnement sur la base des informations élaborées. Donc quelles sont les modalités de percevoir bien sûr les choses, modalités extéroceptives, tout ce qui est vu, auditif, olfactif, goût, et bien sûr modalités kinesthésiques, tout ce qui est proprioception. Donc si on peut résumer les fonctions de la perception, donc il y a l'analyse à partir d'un stimulus, il y a une analyse. Cette analyse nous permet de traiter cette information au niveau structurel. Donc il y a une représentation structurelle, c'est-à-dire tout ce qui est fort. Il y a une représentation sémiologique, on donne un nom à tout ce qu'on voit. Et bien sûr, il y a une représentation pragmatique qui permet d'avoir une interaction, bien sûr, avec l'information qu'on reçoit ou qu'on perçoit. Donc, je dirais que la vitesse de perception peut être améliorée par les situations perceptuelles spécifiques au jeu et l'expérience, bien sûr, du jeu. Les habilités, c'est ce que disait Jelly tout à l'heure dans son intervention, les habilités perceptibles sont partielles, tributaires de la stratégie de recherche visuelle. Et bien sûr, la stratégie de recherche visuelle, elle est très importante dans cette perception. D'un autre côté, l'attention, un deuxième élément donc, de ces fonctions cognitives. Donc, l'attention dépend d'abord de son intensité.
On doit être en alerte quand on est dans un match ou dans une compétition, on est souvent en alerte. Hein, et elle doit être soutenue aussi durant tout le match. D'un autre côté, elle doit être sélective. Les joueurs de haut niveau, les sportifs de haut niveau, ont cette capacité d'avoir une attention focalisée sur des aspects bien spécifiques. Hein. Ils ont une attention divisée sur des aspects qu'ils conçoivent très importants pour la réalisation de leur performance. Quand les besoins physiologiques, bien sûr, d'une tâche augmente, la capacité à maintenir une attention optimale sur une activité cognitive, en même temps, bien sûr, diminue. Les joueurs experts sont en mesure de sélectionner la source et le type d'information concernant une décision spécifique et se concentrer uniquement sur cela, en bloquant bien sûr les autres moyens d'information. Bien sûr, il y a aussi, chaque athlète va développer son système d'attention qui lui permet donc de décoder les éléments du jeu, ou là les éléments. Troisième aspect des fonctions cognitives, c'est la mémoire. La mémoire, alors après perception, on remarque qu'il y a un encodage, donc l'encodage de l'information. À partir de cet encodage, il y a le stockage de cette information dans une mémoire courte. Cette mémoire courte va nous donner cette capacité de reproduire l'action, de reproduire le geste, ou de reproduire l'information, et nous donne bien sûr une mémoire de travail. Cette mémoire de travail, c'est elle qui va permettre bien sûr de définir la décision. Bien sûr, quelle est la différence entre les athlètes de haut niveau ou les athlètes expérimentés par rapport aux débutants? C'est cette mémoire à long terme. C'est-à-dire, l'athlète expérimenté développe une mémoire à long terme qui lui permet rapidement de traiter l'information et de lui donner une réponse rapide par rapport à cette mémoire à long terme qu'il a stockée, qui lui permet d'avoir un répertoire donc riche de réponses motrices au niveau de son activité. La mémoire à long terme, donc les différences sont visibles entre les joueurs experts et les novices dans les anticipations de l'action de jeu, mémorisation des événements, la vitesse de prise de décision, les modes de raisonnement et la façon, bien sûr, d'interpréter le contexte de l'action de jeu. Il a été suggéré qu'un minimum de 10 années de pratique et de préparation sont nécessaires pour atteindre un niveau d'expert. Pour dire qu'un joueur arrive à maturité et a l'expérience qu'il faut, donc c'est une pratique à peu près de 10 ans, un cursus de formation tout entier. Donc la prise de décision, et c'est ce qui est visible dans l'action du joueur, c'est cette prise de décision. La prise de décision et la rapidité de la réponse dépendent bien sûr de l'information déjà stockée, spécifique à cette situation. Cependant, la capacité à résoudre les problèmes de jeu des joueurs sera reliée à leur base de connaissances et la qualité de leur développement moteur. C'est ce que a exprimé hier Madame Imonet sur les capacités motrices. Donc sans ces capacités motrices, même si on a l'idée, même si on a la bonne perception, on ne peut pas avoir la réponse motrice adéquate. L'anticipation. L'anticipation, un autre aspect bien sûr des fonctions cognitives, l'anticipation est la capacité à reconnaître les schémas de jeu, les probabilités situationnelles et prédire les événements et agir bien sûr en conséquence avant que cela n'arrive. Cette capacité d'anticipation a été largement rapportée dans plusieurs types de sports et dès l'âge de 9 ans par exemple en football. En football, dès l'âge de 9 ans, les enfants sont capables d'anticiper sur l'action de jeu. Donc, quel est l'apport de la technologie sur tous ces éléments? Comment allons-nous travailler ces éléments ou évaluer ces éléments en tant que chercheur ou en tant que praticien-entraîneur au niveau du terrain? Donc, quelques éléments. Il y a l'approche contextuelle, c'est-à-dire l'approche au niveau du terrain. La première approche contextuelle, donc, la plupart des chercheurs, bien sûr, illustrant la supériorité des experts par rapport aux novices, ont examiné ces processus d'anticipation et de prise de décision en utilisant une approche basée sur l'expertise dans, bien sûr, le contexte sportif lui-même.
On peut citer comme matériel qui permet donc d'explorer dans cet aspect la perception, l'aspect perceptivo-cognitif. Donc, ces flatlighters, les collicubes. Ces collicubes, donc c'est un matériel constitué donc, de cubes lumineux. Ces cubes lumineux nous permettent bien sûr de travailler sur la vitesse de perception, travailler sur l'attention sélective, travailler sur la prise de décision selon des indices visuels et ces éléments, cet appareil nous permet un peu de quantifier ces éléments. Pourquoi? Parce que on peut confectionner des exercices où il y a une sorte de prise de décision. Cette prise de décision, elle est quantifiée par la vitesse de réaction par rapport au stimulus. Et quelle est la différence par rapport à un exercice normal? C'est-à-dire si on prend un exercice de réaction, quelle est la différence entre l'exercice de réaction et l'exercice cognitif? Dans l'exercice de réaction, c'est un exercice moteur. On va carrément donc répondre à un stimulus d'une manière bien définie au départ. Par contre, dans l'action cognitive, il y a avant l'action moteur, il y a ce qu'on appelle la prise de décision. Et cette prise de décision, c'est un premier temps avant, bien sûr, l'acte moteur. Ce premier temps doit être identifié. Donc, vous voyez dans cette image, le joueur doit faire une passe. Il l'a fait à droite ou à gauche. Là, il y a une prise de décision. La réaction n'est pas la même dans un exercice de vitesse de réaction. Dans la vitesse de réaction, l'action motrice est déjà définie, on sait qu'est-ce qu'on va faire. Par contre, dans les exercices cognitifs, il y a le choix. C'est ce choix qui définit donc l'activité cognitive. D'une façon, on a le choix entre cette action ou l'autre. Donc à partir de là, si on utilise un matériel comme les collicubes, donc à partir de là, si on choisit par exemple si la lumière jaune s'allume, je dois faire cette action. Si la lumière verte s'allume, je dois faire une autre action. Donc là, ça met, dans la réaction, ça met deux temps. Un temps de prise de décision et un deuxième temps, un temps d'action. Un temps d'action, et c'est là tout l'intérêt de l'entraînement cognitif. L'entraînement cognitif dans les habilités ouvertes donc, permet de développer cette prise de décision, contrairement aux exercices qu'on connaît, les exercices de réaction qui sont là pour les activités motrices, pour développer les activités motrices. Donc, on voit notre dispositif, c'est un dispositif qui a été utilisé en Allemagne pour la première fois au niveau du cours ici à Dortmund. Donc c'est une cage. Cette cage a 8 sorties de balles. Ces sorties de balles peuvent être maîtrisées sur une tablette par rapport à la vitesse de la projection du ballon et par rapport à la trajectoire du ballon. L'athlète est situé dans une zone, il est situé dans une zone circulaire qui fait 14 mètres de diamètre et doit d'abord prendre l'information, c'est-à-dire d'où vient le ballon, et deuxièmement, trouver ou donner la passe dans le cadre lumineux. Tout à l'heure, j'avais vu le même matériel utilisé, donc Monsieur Anis l'avait montré, un matériel un peu plus évolué, avec des mannequins tout autour. Donc, tout ça pour développer la prise de décision et développer aussi la prise d'information qui est très importante. Donc, on voit des balles aux joueurs. Il y a 8 machines différentes, des réglages simples sur une tablette se font. Et bien sûr, l'athlète, il est là sur un périmètre ou un diamètre de 14 mètres où il doit réagir et trouver facilement, rapidement la décision. Docteur, il vous reste 1 minute. Il y a d'autres technologies comme les eye trackers. Les eye trackers, donc, ce sont des lunettes, comme on les avait vues avec Jalil et avec Alice. Les eye trackers, ils analysent la vision, comment est orientée cette vision, à quel est l'angle de cette vision. Dans les différentes recherches qu'on a pu consulter,
il n'y a aucun, donc les études ont comparé les expertises sportives, les experts sportifs plutôt, à des novices sur des mesures d'acuité visuelle, des stéréotypes, des stéréoscopies, de qualité oculaire, de vision, et ils n'ont vu aucune différence, c'est-à-dire entre les experts, entre les joueurs experts et les joueurs novices. Donc en quelque sorte, cet instrument n'est pas vraiment fiable et ne permet pas de déceler les indices cognitifs auxquels on s'intéresse. Docteur Rimo, l'approche dans un contexte général, donc il y a une deuxième approche dans un contexte général. Cette approche donc se passe au niveau des laboratoires. Au niveau des laboratoires, on peut retrouver du matériel. Cette approche au niveau des laboratoires démarre d'une théorie disant que les sportifs, s'ils ont une activité cognitive supérieure et un génie supérieur, ils l'ont aussi bien dans l'activité sportive que dans l'activité générale. Donc, on suppose que l'intelligence du joueur n'est pas juste au niveau de l'activité sportive, mais c'est une intelligence aussi générale. Et pour cela, donc, il y a des tests de laboratoire, comme ce type de matériel, le tableau de bord de réaction. C'est un tableau de bord où on agit sur des boutons avec des signaux lumineux et des signaux auditifs. Ces signaux lumineux auditifs nous permettent de réagir par rapport à ces signaux. Moi, je trouve personnellement que cet outil ne reflète pas la dynamique de l'activité sportive. Le plus important, le matériel le plus important qui a été certifié, qui est utilisé, et aujourd'hui beaucoup de clubs l'utilisent, c'est le neurotracker. Le neurotracker a été inventé par un chercheur canadien, Faubert. Je vais aller directement à la vidéo pour vous donner une idée sur le neurotracker. Le neurotracker, c'est quoi? C'est une image en 3D où il y a 8 boules qui sont en mouvement. Parmi les 8 boules en mouvement, donc les 8 boules en mouvement, donc il y a 4 boules que l'athlète doit suivre. Ces boules bougent pendant 10 secondes et sont arrêtées. Au moment où ils sont arrêtés, ils ont des numéros, nous devons définir quelles sont les boules qu'on a suivies. Si c'est les mêmes boules, donc c'est une bonne performance. Si ce n'est pas les boules, il y a des erreurs. On va diminuer la vitesse donc, du mouvement des boules. Après 4 essais, on va donner une vitesse moyenne. Cette vitesse moyenne constitue donc la charge cognitive de l'athlète. La charge cognitive de l'athlète. Ceci, pour la conclusion, je dirais que l'entraînement perceptivo-cognitif a montré un effet de transfert de bénéfices sur la prise de décision lors des passes. Chez les joueurs de football entraînés durant 10 séances, ces études mettent en lumière la capacité plastique du cerveau et encouragent l'implication des entraînements perceptivo-cognitifs non contextuels aussi. Merci, docteur. Merci. Pour vous remercier, professeur Hassan Youssef, vice-président de l'association arabe de psychologie du sport et vice-président de l'association algérienne de psychologie du sport. On veut remercier tous les communicants pour votre qualité de présentation. عندي سؤال واحد فقط، عندي سؤال واحد وملاحظة. Pour monsieur Hakoui, je vous remercie mille fois. Pourquoi? Parce que vous avez fait 2 efforts. Le premier, c'est parce que c'est le public, il y a des enseignants, et en même temps, c'est dommage. Il y a aussi des doctorats. Bon, il a fait des efforts parce qu'il a présenté en français, en même temps en arabe, expliqué en arabe, juste pour les doctorants chercheurs. C'est dans la salle, il n'y a pas que des enseignants, il y a des doctorants chercheurs. Non, c'est juste pour les remarques. هذه remarque برك شي حميس
Question, pas de remarque. السؤال وهو وريت لنا الفيديو كونسيرنون لا فول سبورتيف الحشد الرياضي ما علاقه كيف تؤثر اي مواطنه لي فالور دو لا سيتوانيتي سور لا فول سبورتيف على الحشد الرياضي وما علاقتها بالتعصب اللي كان يصير ريلاسيون بالفاناتيزم. ماشي بسم الله. Je vous remercie. نشكرك على هذا السؤال الأولي، لكن شخصيا أحسست بضرورة التعبير الميداني، لأنني أنا نقول ميولي واهتماماتي كلها ميدانية لما أنا أقدر، وبالتالي حبيت نعبر على هذه اللحظات اللي بالنسبة لي هي لحظات تاريخية، تعبر على فرحة كل الجزائريين في ذلك اليوم. نتيجة رياضية أصبحت يعني شغل الجميع، نسوا كل ما هي صعوبات اجتماعية فردية، صعوبة الحياة، وكل الجزائريين التفوا حول هذه النتيجة. ما كانش فرق لا ما بين كبير أو صغير أو شخص ينتمي إلى منطقة ما أو لا أجل. يعني واش خصني أنا شخصيا أعتبر هذه اللحظات وهذه الأيام أيام تاريخية، لأنني بروفيسور حكومي اختصر شوية باش نعطيو الفرصة للجميع يطرحوا الأسئلة، ومن بعد في لو ديجوني نقعدوا مع بعض ونديروا الديبا كيما حبيتوا. سافرت اختصر، شكرا. لأنني شخصيا عندما التحقت بمكان عملي أنا أسافر من العاصمة إلى الجنوب، وبالتالي أثناء كل الطريق عبر كل المدن وكل يعني القرى كلهم كانوا يحتفلوا بهذا، وبالتالي أثرت بكثير بهذه النتيجة، وأردت أن أعبر عليها بعد كم سنة يعني 11 سنة، وأعبر بأن هذه النتيجة شكرا بروفيسور. كفيت ووفيت كما يقولوا في الخارج، كفيت ووفيت وبارك الله فيك. دوزيام كيسيون. بريزونتي روحك باش يعرف الاسيستونس. كل مسؤولين نعطيكم كاع يا جماعة عندنا لازم نكونوا جماعة. بالك سبقتوني تلفزيوني يا جماعة، لازم نكونوا مصف دول متطورة، واللي فات حنا دول متطورة بالانضباط. الانضباط الوقت واحد يكومبارت اون كيسيون ان كيسيون، ما نديروش ديريباج. ومن بعد عندنا في الديجوني نحكيو لي زيميل تليفون، حنا هذا كله بلوس امبورطون. عندنا وقت وعندنا التزامات، كان بعض الاساتذه والله ما داروش محاضرات. خلي معنا. كاين حاجه فقط الطرق الحديثه للتعامل، الطرق الحديثه للتعامل تجبرنا ان يكون يعني معلش استاذنا المحترم، شكرا. هذه طريقه تاع يعني التحكم. Salut moi je suis le docteur Ahmed Sakhar de l'université d'Alger 3 de Ibrahim. Donc j'ai une question pour le docteur Benouz. Ok. Est-ce que vous pouvez dire s'il y a deux temps, le temps de réaction prémoteur et un temps de réaction moteur. Le temps de réaction prémoteur lié au cognitif et un temps de réaction moteur lié au physique. Ma deuxième question concernant la perception. Donc il y a la reconnaissance qui est prise à la perception. Comment on développe la reconnaissance et la discrimination chez les jeunes enfants, chez les jeunes enfants. Merci. Alors première des choses, donc cette prise de décision, là, cette réaction très moteur, c'est surtout dans les sports à habilité ouverte, aussi bien les sports collectifs que les sports de combat. Ce sont des sports où cette réaction prémoteur est très importante. Voilà, cognitive, c'est une réaction cognitive. L'analyse de l'information
et la prise de décision, donc parce que l'acte moteur n'est pas figé. L'acte moteur doit s'adapter à la situation. Donc, cette prise de décision, c'est elle qui détermine donc la réussite ou non de l'acte moteur. Si la prise de décision est bonne, l'acte moteur sera efficace pour la situation de jeu. Par contre, si elle n'est pas bonne, ça sera le contraire. Pour la deuxième question, donc la deuxième question concernant comment apprendre aux jeunes cette prise de décision, ou là la perception, c'est-à-dire la perception de l'action, dans la situation de jeu, ça on le travaille quotidiennement dans le jeu, on le travaille d'abord d'une manière, disons, globale avec les jeunes, leur permettant eux-mêmes de développer leur schéma moteur. Après, bien sûr, il y a l'intervention de l'éducateur qui doit donner des principes de jeu et orienter cette prise de décision par rapport au jeu. Merci, M. Kémos. Docteur Hamchi, pour Mme Boukhari, Madame. Ok, juste après, Mme Mimouni, professeur Mimouni, professeur Cheikha, donc de l'ordre, Mora Cheikha, M. Alouane, je connais après, le dernier, M. Hifaf, et on va manger. Monsieur le professeur, question. Ok. C'est Dr Khachi, neurochirurgien à l'hôpital Mustafa et enseignante à l'ESTS. Alors, ma question c'est pour Madame Boukhari et Madame Lahi. Before all, thank you very much for your interest in communication. As you know, English is a complex process. So, according to you, what are the tools and approaches that we can use as a teacher in order to improve our English language and also in order to enhance or improve English learning for the students? Right. So this is what we call immersion, linguistic immersion, which is a concept also in France, c'est ce qu'on appelle immersion linguistique. So in fact, I'm going to talk just a little bit in English and a little bit in French because I know that the audience here has some difficulties to understand what we are supposed to mean, and I want that information to come in. So this immersion, this linguistic immersion, it is when we want the learners in general to lead them to evolve in an English atmosphere and mood. So sure, we are going to talk about travel, about trip, about stages, but in fact there is a lack, there is a problem of, first of all, the costly investment. It was very, very high. Secondly, you have also some categories of parents who sometimes are very afraid to let their children to travel abroad alone. Donc l'immersion linguistique, c'est ce qu'on a tendance un petit peu à faire en sorte d'essayer de faire évoluer l'apprenant de manière générale, à essayer de se retrouver dans un environnement qui soit anglo-saxon. Donc bien entendu qu'il y a les stages, il y a les voyages qu'on peut éventuellement aussi, when we can afford it, c'est-à-dire quand on peut se permettre. Néanmoins, pour les gens pour qui l'investissement, l'aspect pécunier devient extrêmement difficile, quand vous avez certains parents qui ont énormément peur de laisser leurs enfants aller voyager tout seuls. So we try to do it here at home. So certaines fois nous pouvons et nous devons faire en sorte que cette immersion, on puisse la retrouver. Exemple à l'ESSDS, si nous pouvions consacrer une salle qu'on décorerait avec tout ce qui est documents authentiques, avec un laboratoire with headphones,
je vous remercie donc pour vos présentations qui étaient très illustratives et en plusieurs langues s'il vous plaît. Ma question donc c'est à Madame Saliha. Si j'ai bien compris, donc tu as caractérisé donc dans l'enseignement les différentes étapes du cycle d'une femme. Ça c'est valable quand on a un sport individuel. Ma question est très simple. Si on a un sport collectif, donc les femmes n'ont pas les mêmes règles en même temps, qu'est-ce que tu peux dire? Merci. C'est pour votre question parce qu'elle... Merci pour votre question. Quand on a une équipe collective, dans un sport collectif, il y a toujours une question de complémentarité entre les postes de jeu et les joueuses. Quand il y a un travail, surtout, j'attire l'attention des entraîneurs, quand on parle, surtout la musculation, quand il y a un travail technique, tactique, il est gérable. Mais quand il s'agit d'un travail de force et un travail de musculation, il faut être très pointueux. Et là, quand on a un cycle de 28 jours, 21 jours, il faut essayer de positionner les filles par groupe homogène. Quand je dis homogène, vous les faites, vous avez un groupe, vous avez 20 joueuses, peut-être que la première, elle est dans un premier jour de cycle, la deuxième, troisième, là, vous pouvez les positionner ensemble. Quand vous travaillez, par exemple, la charge maximale en musculation, ça ne pose pas de problème, parce que là, chacune aura sa charge spécifique. Mais quand on passe du dynamique, quand on va à l'explosif, là, ça devient beaucoup plus compliqué, parce que votre 100% n'est pas le mien. Et quand on va au dynamique, à l'explosif, où la charge, elle est basse et c'est la rapidité, là, il y a une grande différence. Là, il faut être très pointueux et rigoureux, car votre 70 kg, c'est pas mes 30 kg. Donc, si vous respectez cette fourchette, vous allez travailler le paramètre recherché. Par contre, si vous les laissez dans la salle avec tous, avec la même charge de travail, si vous travaillez l'explosif, peut-être que l'autre il va se retrouver dans sa charge maximale. Et l'une des tendances nouvelles maintenant, c'est justement l'application de ça. Et l'un des principes fondamentaux de l'entraînement, c'est l'individualisation. Il n'est plus admis actuellement de faire travailler tout le monde de la même manière. Chacun a ses propres caractéristiques, chacun a ses propres capacités, donc il faut individualiser et c'est le faire qui doit atteindre le meilleur et c'est pas le meilleur qui doit attendre l'arrivée. Merci. Merci professeur. Je remercie tout le monde pour la qualité de leur communication. Après, nous, on discutera après. Donc, ma question s'adresse à Madame la directrice du STS La Lecture. C'est vrai, chers collègues, que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Seulement, qu'il ne faut pas que ça reste théorique. Il faut qu'on se retrousse les manches et que pour 2022-2023, nous concrétisons des opérations spécifiques. Donc je vous demande comment vous allez procéder et comment vous allez procéder pour la concrétisation des opérations que nous aurons à faire inter-instituts. Nous sommes 7 instituts, on peut faire beaucoup de choses. Et quels sont les moyens et les possibilités que vous préconisez éventuellement? Merci. Très bien, merci. Et j'invite monsieur le DRH. J'invite monsieur aussi le DRH parce que ça nous intéresse à tous, puisque c'est une question qui est adressée à ma personne, mais en fait elle est adressée à tous les instituts. Donc très bonne question, merci chers collègues. Et ça me voit droit un peu à l'heure parce que bon, ça fait des années que je me bats à ce que les instituts puissent travailler en étroite collaboration entre eux déjà et avec les STS. Deuxièmement, que les programmes et les projets du ministère
ne soit pas furtif, c'est-à-dire que chacun réfléchisse tout seul et chacun fasse des propositions et puis on opte pour tel ou tel. Donc, si je parlais de synergie, j'ai dit à chaque événement, il suit. Par exemple, là, on est au Méditerranéen, normalement, on organise des ateliers au gouvernement, tous les collaborateurs qui ont un pouvoir de décision, à savoir le ministère, le directeur et laboratoire. De mettre en pratique toutes les remarques qui ont été retenues par les uns et les autres, et les mettre réellement sur papier et passer à l'action. C'est-à-dire qu'il y ait une espèce de logique de rencontre officielle, de réunion et de prise de décision pour l'application sur le terrain. Moi, par exemple, je vous invite, parce que moi je suis prise par les colonies en été, donc je ne serai pas disponible pour les instituts, mais en fait, à partir de septembre, il y a un plan d'action annuel concernant, enfin, on sait, j'invite aussi le directeur parce qu'on a un chapitre de formation continue pour le personnel et pour les étudiants et pour le personnel formateur. Donc nous avons un petit fonds de financement, comme monsieur le DRH peut le confirmer, il y a aussi sous l'égide du ministère, on peut envisager de faire des propositions concrètes qui seront prises justement par la direction. Donc je reste ouverte à toutes les propositions et je vous invite à proposer ce que vous l'avez fait sur le terrain. Merci. Je pense que Mme Pierre a déjà l'intervention de Mme Pierre Dage, directrice de l'INFS Ménotoc, est une intervention de recommandation. Nous devons prendre tout ce qu'elle a présenté et quand on fait des actes de notre colloque, présenter son travail parce qu'il y a beaucoup de suggestions, il y a beaucoup de recommandations qui, espérons, seront prises en considération par l'UMJS. Question au professeur Alwan, ok. تبقى جماعة نزيدو dernière question ونكلوطيريو لا جورني تاع لا ماتيني نفطروا باش نبروني. انا شخصيا نعتذر للاساتذه اللي كانوا مبرمجين في المحاضرين في الفتره الصباحيه وما قدرناش نجوزوا. بالك الناس عملوا تنظيم شيء سهل واحترام الوقت سهل، لكن نعتذر منهم راح يروحوا في الفتره المسائيه ماشي سهل، نعتذر منهم شخصيا. تفضل استاذ. Alors, ma question est directe. Une athlète, c'est une professionnelle. Une athlète de haut niveau qui vise une médaille olympique. Une athlète de haut niveau qui vise une médaille olympique, donc qui attend 4 ans, le cycle olympique pêche d'être en compétition. Le jour J arrive, le jour de la compétition arrive, et il se trouve que et là, c'est mon Je vous pose la question, est-ce que c'est une fatalité pour cette athlète? Je vais vous dire. Maintenant, il paraît qu'il y a des médicaments qui peuvent retarder l'apparition de ces symptômes. Est-ce que c'est bon pour la santé de l'athlète? Je pose la question. Et aussi, est-ce que moi, mon avis personnel, ça ressemble plus peut-être à du dopage. C'est-à-dire, atteinte à la santé de l'athlète, ça peut paraître comme Professeur Alwan, tout d'abord, il y a une planification de l'entraînement sportif, y compris pour les athlètes de haut niveau. Concernant une athlète qui est régulière, parce que même dans le cadre de... J'aurais aimé qu'on me pose aussi la question quand il y a un cycle irrégulier, quand vous avez une équipe de sport collectif, il y a aussi des complications à gérer l'entraînement. Quand elle est athlète de haut niveau, il y a une planification à long terme et quand le J de la compétition, il y a des possibilités de décaler c'est monstrueux et ça ne va pas être comme c'est pas une prise qui est régulière. C'est clair, la compétition est pour le 14 juin, il y a une possibilité qu'elle soit en phase de monstrueux le 4 juin. Là, une prise d'une année, une prise une fois, c'est décalé juste pour un mois, décalé
c'est monstrueux. Il me semble qu'il n'y a pas une grande influence sur le fonctionnement ou une incidence très très significative. Là, on peut le faire. Mais quand il y a un championnat, surtout dans les sports collectifs, où la compétition s'étale sur plusieurs mois, là, même quand elle est en phase de monstrueux, elle peut participer parce que sur le plan collectif, c'est une complémentarité. Mais sauf s'il y a des signes qui sont très apparents où l'athlète ne peut pas supporter cette intensité du match. Là, c'est des caractéristiques particulières. Il y a des femmes qui restent alitées, qui ne peuvent pas travailler. Ça, c'est des cas où on écarte. Et pour le championnat, il est géré d'une manière complémentaire par cause de jeu et par remplacement. Mais pour le haut niveau, il y a des possibilités parce que la compétition, qu'est-ce que vous avez de compétition, une compétition hivernale et une compétition estivale, on peut les gérer. Et je crois que le docteur là, il me semble que le docteur Kazina, spécialiste en médecine du sport, il peut vous dire qu'il n'y a pas une grande incidence, une grande influence pour une compétition dans l'année. Merci, professeur. Avec Sarah, je remercie tous les conférenciers.